Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo en histoire des médias concernant cette fois-ci la presse durant la Grande Guerre. Donc cours distribué par Monsieur Routier le lundi 30 mars 2020. Alors, abordons maintenant le sujet de l'évolution des médias en temps de guerre. Donc après la Première Guerre mondiale, appelée la Grande Guerre à cause de la boucherie sans nom qu'elle fut, un journaliste tombé dans l'oubli eut cette phrase « La vérité avait été sa première victime ». En effet, ce qui domine, c'est le choc entre d'une part l'intérêt de la nation et de l'autre le droit à la vérité qui va être bafoué dans les règles de l'art. En fait, il s'agit du même débat moral et civique qu'avait provoqué l'affaire Dreyfus. Donc d'un côté le droit à la vérité et à la justice, et de l'autre l'intérêt évidemment supérieur de la patrie, légitimant l'injustice accablant un innocent. Donc la vérité, à l'époque, aurait été de dénoncer la boucherie, comme je l'ai dit, mais surtout l'incompétence crasse de nos dirigeants. Et là, je défie vraiment quiconque de me dire le contraire avec des preuves à l'appui. La presse pose vite problème au gouvernement. Il faut non seulement la faire taire, mais aussi la servir pour en faire un organe de propagande. Donc évidemment, par la faire taire, j'entends la censurer, pas la faire taire définitivement. Le gouvernement avait besoin quand même de diffuser des informations aux autres. Mais règne alors une grande incertitude. Jusqu'où doit-on aller dans la censure? Et on se rend surtout très vite compte qu'une censure a parfois les effets inverses qu'elle était censée provoquer. Donc on a fini par intégrer que les pays anglo-saxons sont les plus libéraux en termes de presse. Donc les États-Unis n'entrent en guerre qu'en 1917 et installent une censure tardive et limitée. De plus, leur participation au conflit a été trop brève pour poser problème. Donc quant aux buveurs d'eau chaude, donc autrement dit nos amis les Anglais, ces derniers pensent que les pouvoirs politiques n'imposeront pas de mesures restrictives et se fieront à l'instinct patriotique des rédacteurs capables de savoir ce qu'on peut dire et ce qu'on doit passer sous silence. En gros, le droit de savoir et le courage de taire. Mais au grand dain de nos ennemis héréditaires, le gouvernement britannique va mettre une censure en place, mais parmi les moins contraignantes qui aient pu exister en temps de guerre. Donc étrangement, au début, on ne censure que les télégrammes, pas les journaux préventivement. Dans tous les cas, cela reste une arme virtuelle, une épée de Damoclès au-dessus de la tête des journalistes, qui suffit à leur faire garder les distances avec l'envie de tout écrire. De plus, beaucoup de journalistes soumettent leurs articles au bureau de censure pour éviter de potentiels problèmes. En France, étant donné la verve de nos journalistes, on verrouille les journaux pour éviter de potentiels dérapages, car contrairement à la Grande-Bretagne qui est protégée par la mer et son temps pourri, et surtout qui possède une tradition de liberté maîtrisée supérieure à la nôtre, la France a toujours subi une politique restrictive en termes de presse. Donc comme au Royaume-Uni, un bureau de censure pompeusement baptisé bureau de presse, qui ne dupe absolument personne sur son utilité, est créé, dépendant du ministère de la Guerre et est composé de 3 éléments, donc quotidien, périodique et télégramme, s'appuyant sur un double système de censure civil et militaire. Car évidemment, tout est lu et vérifié tant chez les civils que chez les soldats. Le système est bien plus rigoureux qu'au royaume du Scones, que le gouvernement français justifie par le fait que les journalistes français sont plus indociles et qu'il existe des feuilles défaitistes qui parlent, elles, d'une potentielle victoire sur la France, qui n'existe, elles, pas en Grande-Bretagne pour le coup. Donc le cas de l'Allemagne est presque pire que le nôtre, finalement. Sans compter le fait que les liens entre les pays de l'entente sont moindres que les liens entre journaux et dirigeants. Finalement, l'Allemagne met en place son bureau de presse de guerre, donc sous les ordres du haut commandement. Donc là, ça rigole encore moins qu'au XVIIIe siècle, les journalistes sont traités comme des fonctionnaires. On touche maintenant un problème presque philosophique, donc tâchez de suivre. Dans quel cas de crise extérieure et dans quelle mesure une démocratie peut-elle se résoudre à limiter la presse et la liberté d'expression des médias? L'analyse se fait à 3 niveaux. Celui des opérations de guerre et des actions diplomatiques, celui du moral des troupes et de la population, et celui du jugement politique et des dirigeants. Le résultat de ce raisonnement totalement fumeux est que la censure y paraît souvent la plus légitime. Donc en ce qui concerne le front, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il faut en dire le moins possible concernant les mouvements de troupes ou les tactiques militaires, ce qui n'empêchera pas les Allemands d'envahir la France par les Ardennes d'ailleurs. Mais passons. Rappelons que c'est à cause de ce genre de bourde monumentale que les Prussiens avaient appris, en lisant tranquillement les journaux d'outre-Rhin, les stratégies de nos crétins généraux, qui fut une des raisons de la défaite en 70. Cependant, le problème de la censure est qu'elle interdit toute critique, même constructive. Le chef de la censure britannique dira même « La censure doit arrêter la critique dans le cas où elle est faite de telle nature qu'elle pourrait détruire la confiance du public dans le gouvernement. » Les Français devraient bien prendre de la graine. Similairement en France, le président du Conseil déclarait qu'il était intolérable que par des attaques systématiques contre des parlementaires, la souveraineté nationale soit sourdement niée. Le problème de ce genre de choses, c'est que la frontière entre les critiques des actions d'un dirigeant et
des critiques sur le dirigeant lui-même, enfin en tant qu'homme, est très fine. Et donc, c'est pour ces raisons qu'on censurait allègrement tout ce qui se disait. Donc dans tous ces pays, c'est aux intellectuels d'élargir la vision des choses et de dénoncer l'autosatisfaction de l'armée. Donc la censure, c'est un truc pour nous faire enfin lire les journaux suisses, disait une grande plume de l'époque. Donc Camus parodie le monologue de Beaumarchais, pourvu qu'on ne parle pas en ses écrits ni de l'autorité, ni du gouvernement, ni de la politique, ni des sociétés de crédit, ni des blessés, ni des atrocités allemandes, ni du service des postes, on peut tout à fait imprimer librement sous l'inspection de 3 censeurs. Donc passons maintenant aux nouveautés de la propagande qui vient logiquement après la censure. Donc cette propagande se montre offensive et on espère imaginative. Car si l'arme essentielle est la presse, il faut signaler de nouveautés originales, comme balancer des tracts défaitistes sur les lignes allemandes ou envoyer des fausses lettres de prisonniers allemands qui se disent ravis dans les camps français. Donc cette première partie du cours de M. Roudier s'achève ici, donc on se retrouve tout de suite pour la seconde.